The excitement builds. A new era begins as the Republic of Ireland take on Georgia in a crucial UEFA European qualifier, Tuesday, March 26th at the Aviva Stadium. Come show your support for Mick McCarthy's first home game back in charge, as the boys in green look to qualify for Euro 2020. The Republic of Ireland versus Georgia, March 26th, Aviva Stadium, kick-off 7:45pm. Get your tickets now from just €35 at ticketmaster.ie. Booking fee applies. As a Club Ireland member, you can experience the beautiful game like never before. Savor the hospitality, the excitement on the pitch, and the best premium seats in the Aviva Stadium from just €100 per match. With 3, 5, and 10-year Club Ireland membership, you can enjoy exclusive football experiences, priority on away tickets, and an evening with Mick McCarthy. It really is a match day with more. Visit fai.ie/Club Ireland and be at the heart of it all. Longitude, loving these booze. Upset too many crews with all of my views. That's Hoops, who the hell is it? MC. And furthermore, that's the only MC. The only MC. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Hey, vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h/24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poussée du soccer. Bonjour tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce 352e déjà épisode du Cannes Football Club en compagnie de Michael Miller. Hola amigos, visca el Barça. C'est une grosse semaine, Mike. Une semaine mémorable. Ah oui, hein? Je suis bien content pour toi. Merci, c'est gentil. Je suis content pour toi aussi, Étienne. Oui. Vous pouvez justement nous voir en Facebook Live présentement. J'ai un chandail de Manchester United de 2000, je crois. 2001. Pour fêter cette victoire de Manu. On va y revenir un petit peu plus tard, là, mais
En fait, on a un gros panel aujourd'hui. Je suis vraiment content de tous vous avoir. En plus de Mike, on a une habituée qui est là pour sa deuxième fois. Oui. En deux semaines, en fait, là. Ben oui. Justine Lompré, salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va. Ça va. On a avec nous une nouvelle personne, un nouveau collaborateur, Bruno Larose. Bonjour Étienne, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Et je suis très content de vous présenter une deuxième voix féminine, la deuxième voix en 2 semaines. Et je vous le rappelais tantôt, c'était la semaine internationale de la femme. Donc voilà, Steph Rad est avec nous. Hey, salut! Ça va bien? Ça va super bien, très heureuse d'être ici aussi. Ben, le plaisir est partagé, je crois. On est vraiment content de t'avoir ici. On capote. Ouais, on capote. Oh, oui. Ça capote. Non, effectivement. Avant de commencer l'émission, là, j'ai juste quelques petites annonces. Donc, je voudrais remercier Spreaker qui nous donne un bon coup de main pour l'année au Cannes Football Club. Donc, Spreaker qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer, monétiser votre podcast en quelques clics. Et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. De plus, Trop de Poutine va organiser un tournoi de foot à 5 au parc. Le parc où est-ce qu'on était, Bruno et Justine, là, samedi dernier. Oui, mes jambes le regrettent encore. On a eu énormément de plaisir. C'est un tournoi, par contre, cette fois-ci, un tournoi féminin. Donc, si vous voulez plus de détails pour la Super Coupe, allez sur Twitter ou trouver les informations là, via Trop de Poutine. Les amis, l'Impact a gagné. Ouais! Yes! Gros match. Mais avant de parler de la victoire, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur nos 2 nouveaux collaborateurs, les 2 personnes qui sont avec nous cette semaine. Donc, Bruno, là, on va parler de l'Impact beaucoup. D'où vient ta passion du soccer ou ta passion de l'Impact, là? En fait, moi, je suis membre depuis 2011, l'année avant l'entrée en MLS. Qu'est-ce qui fait que j'aime le soccer? À 8 ans, quelqu'un m'a dit « Hey, toi, tu serais bon gardien à cause de ma shape. » Donc, j'ai commencé à m'intéresser au soccer à ce moment-là. Puis, depuis ce temps-là, j'ai suivi de la manière qu'on pouvait, là, parce que dans ce temps-là, c'était pas nécessairement beaucoup télédiffusé. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je participe au podcast Les Trois Lions avec toi, Étienne, et Justine. Effectivement, oui, je tiens juste à rappeler qu'on est en Facebook Live présentement pour ceux qui nous écoutent sur Choc sur Internet. Là, vous pouvez aller nous voir sur Facebook. Présentement, on voit Bruno avec son nouveau hoodie. Donc, si vous veulent aller voir sur le Facebook Live, sinon, vous pouvez toujours nous écouter en balado-diffusion par après sur Spreaker. Steph? Ouais. On t'a pas nécessairement de podcast, on t'entend pas beaucoup, mais... On peut me lire. Je pense que je suis plus active sur Twitter, donc @stephrad19. Et moi, en fait, c'est un peu la même chose. J'ai commencé ma passion du soccer, du foot en jouant, carrément. J'ai commencé un peu sur le tard et je suis tombée en amour avec le sport. Et puis, de là, j'ai commencé à suivre un peu la sélection nationale féminine et l'Impact. J'ai aussi eu un souvenir marquant peut-être sur une clinique de soccer que l'Impact était venu faire dans ma petite ville avec Patrick Leduc. Donc, c'était un peu mon premier coup de cœur en tant que joueur. Et donc, depuis ce temps-là, ça doit faire une quinzaine d'années que je les suis comme que je peux, là, on va s'entendre, mais je suis une grande fan. Elle a toujours pas de club européen favori, Étienne, donc c'est notre chance. On est 4 ici qui supportons 4 clubs différents. Ouais, donc, effectivement. On va faire du gros lobbying après l'épisode, je pense. On va essayer de la converser. Le rouge, c'est beau. C'est beau, le rouge. Mais aujourd'hui, si vous voulez me voir sur Facebook Live, le bleu aussi. C'est une très belle couleur. C'est un très beau bleu, ça, Étienne. Oui, effectivement. Le bleu, ça fait bien à tout le monde. Donc, on va parler de la victoire de l'Impact. L'Impact de Montréal qui a gagné 2-1. Début de le Suédois Eriksson. Exactement. Eriksson après l'égalisation de Piatti et un superbe but de Terre-d'Or juste avant la mi-temps. L'Impact a plié un peu, mais n'a pas cassé. J'aurais pas pris un petit 5 ou 10 minutes de plus dans ce match-là parce que c'est assez, là. Oui, mais non, c'est bien une victoire, les 3 points. Quand même, on part la saison de façon optimiste. Oui. Donc, pour poursuivre sur notre vague d'optimisme, on va y aller avec nos évaluations, les évaluations du Cannes Football Club, donc le Saputo d'or, le Trou de Poutine et le Gélère d'un foin. Donc, on va commencer avec le Saputo d'or qui est pour la performance top du match. Donc, Mike, je vais te laisser commencer. Merci, Étienne. Donc, mon Saputo d'or à moi, c'est pas nécessairement celui qui a été le meilleur du match, mais c'est celui qui m'a le plus impressionné par rapport à ce que je m'attendais de lui. Et j'ai nommé
l'autre Argentin, Maxi Urrutia. Donc, combativité, agressivité, implication. On sentait qu'il était le premier défenseur de l'équipe. On sentait qu'il était à toutes les sauces, puis qui vraiment voulait démontrer de quoi il était capable. C'était son audition générale. Oui, il a eu un bon début de saison, mais je pense qu'avec ce premier match officiel en MLS, les gens peuvent finalement dire voilà qu'est-ce qu'on a acquis en un Maxi Urrutia. C'est sûr que qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Est-ce qu'on peut s'attendre de lui à être celui qui va marquer, mettons, le deuxième plus grand total de buts après Piatti? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il va être productif sur le point de vue de la création de jeu? Fort possible, mais une chose est sûre, Urrutia était là pour tout faire et il s'est impliqué dans toutes les facettes du jeu. Donc pour moi, c'est mon Saputo d'or. Le premier défenseur, hein, on dit souvent quand même dans le match, là, c'est lui qui mettait beaucoup de pression. Bruno? Ouais, ben moi, je vais y aller avec Michael, la même chose. C'est Urrutia pour moi le joueur du match. Pas tant par les occasions qu'il a créées, parce qu'il en a pas créé tant que ça. Mais je l'ai trouvé présent, même en fin de match, il était sur les ballons, il courait encore comme s'il venait de commencer. C'était vraiment, vraiment impressionnant de le voir aller. Je pense que c'est un upgrade assez impressionnant par rapport à ce qu'on a eu l'année passée, pas plus loin que ça. Vraiment, vraiment, vraiment surpris d'un sens, parce que pour avoir vu la pré-saison, je l'avais pas vu nécessairement courir comme ça, mais là, il arrêtait pas, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intensité, il y a du chien, puis ça, je pense qu'on va apprendre à l'apprécier vraiment beaucoup cette année. Effectivement. Justine, ton Saputo d'or? Je suis d'accord avec messieurs, là. En fait, je trouve que notre ami Maximilio a connu un excellent match, là. En fait, à l'Impact, on n'a jamais eu un attaquant qui a pressé comme ça les défenseurs adverses. Qu'on se souvienne de Divayo, que ce soit Drogba, que ce soit Mancuso dans les dernières années, ou Jackson Hamel, ou name it. On n'a jamais eu Andrew Wenger. On n'a jamais eu un attaquant qui presse les défenseurs comme ça. Donc juste pour ça, c'est différent. Moi, mon Saputo d'or va à notre ami Diallo. Ouais. Pour le caviar qu'il a donné à Taider. Et on se disait samedi soir, quand on se textait, les gars, on a eu Simon pendant 3 saisons et il nous a jamais fait une balle comme ça en profondeur au deuxième poteau. Donc juste pour ça, et je dis pas que Diallo va nous en faire 4-5 par match pendant 34 games, mais juste pour cette passe-là, c'était un moment charnière dans le match. En plus, fallait marquer le deuxième but rapidement avant que ça tout s'effondre. Donc bravo à notre ami Zach. Steph, ton Saputo d'or? Eh bien, moi, je reste vintage. J'y vais avec le premier Argentin, Nacho Piatti, qui, il a fait du nacho, là, on s'entend. Il a fait le premier but et vraiment, il a fait des crochets, il a fait reculer un défenseur. C'était de toute beauté. Mais aussi, j'ai adoré voir ses replis défensifs. Ouais. Même en fin de match, là, en deuxième demi, il était rendu en arrière de Lovitz et vraiment, il a fait des récupérations qui ont permis à tout le monde, parce que, au niveau tactique, des fois, ça prenait l'eau un peu, là, et je pense qu'il a permis de sauver certains centres qui auraient pu nous faire mal. Ah non, il y a eu des moments dans le match où je me disais, il défend bien, là, vite, ok, il est bien placé, puis ok, non, c'est Nacho là, qui lance dans le bas. Quand même, c'est ça, il y a pas une couette, là. Non, mais la couette, il l'avait pas en première demi, en deuxième demi, il s'est mis en élastique. Il faisait chaud un peu. On va continuer avec les trous de poutine. Trous de poutine, la performance flop, bof du match. Mike? Michael Azira, pour moi. C'est sûr que, c'est le premier match, je veux pas trop taper sur lui, mais quand même, on a eu un bel échantillon en fin de saison l'année dernière avec un joueur qui amenait de la grinta à cet effectif. Et malheureusement, à San Jose, c'est pas ce joueur-là que j'ai vu. J'ai vu, en fait de compte, je l'ai pas beaucoup vu. Il était pas très participatif, il était pas très impliqué, et son rôle, c'était justement d'emmener de l'énergie dans cette équipe-là, puis d'emmener du support, surtout au milieu de terrain, d'un côté ou de l'autre de la boîte. Donc, pour moi, c'était Azira, mais c'est le premier match, en espérant que c'est tout simplement un lent début de saison qui va se rassaisir éventuellement. Je te trouve un peu sévère avec Azira quand même. Moi, je trouve qu'il n'a pas joué un si mauvais match que ça, mais visiblement, je pense que t'es pas le seul à penser ça. Fait que Bruno, je veux t'entendre un peu là-dessus. Ouais, moi, initialement, là, quand je regardais le match, au début, c'était Taider avant qu'il marque.
parce que je trouvais qu'il était pas... C'était pas Tyder que j'avais vu l'année passée. Mais moi aussi, Azira, je pense que avec une mention en arabe à Lovitz, là, mais bref, on en reparlera peut-être avec les autres. Mais non, Azira, je pense qu'il a été moins impliqué qu'on a été habitué, bon, sur un court échantillon, mais quand même. Il a été moins impliqué, je trouve. Était un peu en retard des fois sur des ballons. C'était pas catastrophique, c'était pas dégueulasse. Je lui donne mon trou de poutine parce que pour moi c'était le moins bon, mais c'était pas dramatique. Là. C'était loin de ça. Puis je suis pas inquiet là, que ça va se replacer pour lui. Là. Il fait partie des trois au milieu là, avec Piet et Tyder en qui j'ai quand même assez confiance. Donc voilà. Pour poursuivre sur cette lancée, Justine? Moi aussi, je trouve que notre ami Azira, et puis je le mets à égalité avec le match de Lovitz, là, mais pour moi, Azira aurait dû sortir dans le match. On aurait dû peut-être embarquer Chamichon à un moment donné pour apporter un peu plus de physique. Je l'ai trouvé à bout de souffle à plusieurs reprises. Puis comme Michael disait, là, je l'ai pas senti impliqué. Tu sais, tantôt je faisais des blagues, il a touché à 2 ballons puis il a fait une touche. Là. Mais c'est ça. Puis il a pris un carton jaune un peu. On va en parler plus tard de son carton jaune orangé là, mais. C'est ça, j'aurais aimé ça le voir un petit peu plus actif, mais c'est le début de saison, c'est normal. Puis ça en prenait un aussi, hein, parce que là, on était comme dans l'effervescence de on a gagné, tout le monde a bien joué, tout le monde est bon, tout le monde est beau, mais ça prenait quelqu'un qui... C'est ça. Ouais, faire des choix. Ouais, mais là, vous avez été 3, fait que là, il y a quelqu'un qui a réussi à faire visiblement d'autres choix. Oui. Donc, Steph, ton trou de poutine. Moi, je détonne, mais je pense que je vous rejoins parce que vous avez dit que Lovitz, vous aussi, vous aviez trouvé que c'était peut-être pas son meilleur match. Moi, je trouve qu'il y a eu des hauts et des bas à plusieurs joueurs. Là. Donc, effectivement, il y avait rien pour moi qui était ressorti de façon très flagrante. Mais Lovitz, pour moi, puis j'avoue que c'est depuis son retour de sélection nationale, j'ai comme un feeling qui est pas aussi impliqué. Et bon, j'ai trouvé que ça se voyait un peu dans comment qu'il jouait, comment qu'il pressait moins. Et donc, l'année passée, j'avais fait un mea culpa où Lovitz, j'avais dit, je l'avais jugé peut-être trop sévèrement l'année précédente, où je trouvais qu'il avait eu une excellente saison la saison dernière. Mais il m'impressionne pas en début de saison, puis j'espère qu'il va me prouver que j'ai eu raison l'année passée et tort l'année d'avant. Bref, qu'il va se reprendre. Ben, il y a visiblement beaucoup de consignes qui ont changé quand même, surtout au niveau des latéraux. Là, quand puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on a peut-être moins trippé sur Azira pendant le match. Les milieux centraux vont prendre beaucoup plus de place dans l'aile. Peut-être qu'Azira est peut-être pas nécessairement à l'aise. Peut-être que l'entente avec Sagna est peut-être pas encore là non plus. Même chose pour Lovitz, il est peut-être pas habitué non plus avec ce style de jeu-là. C'est l'adaptation. Moi, je pense qu'il a prouvé dans les dernières années qu'il est capable de nous faire mentir quand il nous déçoit. Donc. Ouais, par chance que Diallo puis Cabrera ont connu quand même un fort match en défense centrale parce que Sagna, oui, a bien joué, mais même lui, quelques reprises, là, je pense que les changements de tactique du côté de Rémi Garde les a pas vraiment aidés, là, mais Cabrera, hein? Cabrera? Oui. Non, je veux qu'on parle de Cabrera tantôt. Ça va être une belle semaine. On va poursuivre avec les geleurs d'un foin, qui est le moment un peu what the fuck du match, en fait. Et il y en a eu. Oui, il y en a-tu? Donc, Mike? Ouais, je vais commencer avec un geleur d'un foin un petit peu, peut-être champ gauche, mais contexte du match, la chance en fin de match, que je pense que c'était en 62e que Tyder rate. Il avait pas le droit de la rater, celle-là, parce que tout ce qui s'est ensuite dans le match, on voyait San Jose qui essayait vraiment d'aller chercher le but égalisateur, puis ça aurait été dommage d'échapper 2 points à cause de cette erreur-là. Et je vais rajouter par rapport à ça aussi, Tyder nous a habitués à manquer des chances avec des buts ouverts et des sitters, là, des buts faciles, puis ça commence un peu mal. Puis je vais pas trop taper dessus parce qu'il a quand même marqué un but dans le match, mais je ne désire plus voir ça de Tyder. Je pense qu'il est capable de se minder puis de travailler là-dessus d'une façon que ça arrive plus aussi souvent. C'est sa réputation, hein? On pourrait en parler au sélectionneur algérien. Ouch. Moi, je pense que Sofiane va t'appeler après l'émission. Mike ne sera plus là la semaine prochaine. C'est terminé. On le trouvera plus. Non, mais c'est vrai, pareil. A jamais eu cet instinct de buteur-là, cette vision puis c'est arrivé pendant le match. Bruno, on s'en était parlé un peu juste avant son but. Piatti offre un caviar à Tyder. C'est à peu près 30e, 40e minute. Tyder est 2 secondes en retard. Jamais qu'il s'attend à recevoir ce ballon-là.
t'es dans la surface, ça a aucun sens, là, mais bon. Il joue avec une blessure un peu, hein. On a vu que Nicolas Martineau a dit qu'il avait peut-être un peu mal à la cuisse, mais quand même. Si on revient au contexte, c'était le moment de plier le match. Oui. Il y avait cette responsabilité-là sur les épaules et il ne l'a pas fait malheureusement. Ouais. Malheureusement. Mais heureusement, en fait, on s'en est tiré quand même. Avec les 3 points. C'est moins pire à Star qu'on a gagné. Ouais. Bruno, ton gélère d'un foin. Ah, ben moi, c'est simple. C'est les chandails de San Jose. C'est dégueulasse. On dirait un chandail de pratique. Qu'est-ce que c'est ça, pour vrai? Sérieusement, ça n'a pas de sens. C'est horrible. Mais tout à San Jose va bien. Tout se passe. Ah, mais il y avait un coach, par exemple. Oui. On va se le dire. Oui, puis mention honorable à ses cheveux, d'ailleurs, au coach, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah là là. Nous, au Burgundy Lion, on l'a comparé à Kent Nagano, l'entraîneur de San Jose. Est-ce que c'est parce qu'il se faisait aller les baguettes? Non. Ok, d'accord. Non. Non, c'est pour ça, ils ont fait. Pour ceux qui connaissent pas Bruno Larose, voici. À la limite. Toujours. Non, mais c'est vrai que le chandail était affreux. Non, ce chandail pratique. C'est parce qu'ils ont pas de commanditaire, de partenaire majeur à mettre sur leur chandail. Là. Je pense qu'ils ont comme un hôpital là, de la région qui les commandite, si je me trompe pas, mais je sais pas. Là. Mais tu sais, les chandails de l'Assomption sont plus beaux. Là. Puis l'Assomption a un très grand club de ça. Voilà, effectivement. Demandons à Thomas Meyer. 19 minutes et une référence régionale. Fidèle à vous-même les 3 lions. Hein? Hey, t'avais de dire qu'on vient de loin. Ça marchera pas pour le quiz cette fois-ci. Justine, oui. ton j'ai l'air d'un foin. Ben, j'ai l'air d'un foin, je donne à notre ami Monsieur l'arbitre, en fait, Joseph Dickerson, qui, en fin de match, alloue 5 minutes de temps ajouté. C'est beaucoup. C'était énorme. But. Et puis finalement, il y en a eu 6,5 de jouer. Il ne sifflait pas. C'était le bordel au Lions. Puis je comprenais pas. Puis là, évidemment, là, tout le monde a commencé à y faire des simagrées de voyons qu'est-ce que t'attends pour siffler. C'est ça, j'ai l'air d'un foin. J'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris de 5 minutes. Fait que ça, en plus. Il y a une coupe de carton en deuxième demi quand même, mais quand même. C'est énorme. Mais il y avait tellement pas de rythme, on dirait que c'est peut-être ça aussi. Là. Steph, ton j'ai l'air d'un foin. Moi, ça va au terrain. Écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain, s'il était mouillé, mais tout le monde tombait à répétition. C'en était drôle puis pas drôle. Et bon, on aurait pu avoir peur même que Bush m'a amené, il a tombé en faisant un kick. Je me suis dit, faut pas qu'il tombe quand quelqu'un d'autre arrive. On s'en est sorti, mais ça faisait un ballet assez comique sur le terrain. Non, c'était beau. Simon, ça serait plus à tomber pour rien. Oui, Simon, ça serait plus. Mais ça aurait pas été de sa faute, ça aurait été la faute du terrain. Ouais, il aurait crié après le terrain. Ouais. Moi, je l'imagine à genoux puis qui crie. C'est parfait. Puis Bradley qui... Ouais, c'est jamais de sa faute. Oui. Je vais lire certaines évaluations sur Twitter, donc n'hésitez pas à écrire via le Cannes Football Club sur Twitter. Là. Donc, Dr. Foot, Saputo d'Or, Piatti, dont l'effort individuel a relancé IMFC. Trop de Poutine Cabrera, j'ai l'air d'un foin. Le hors-jeu non signalé sur le but de Taider. LP Bardou Niotis qui dit Saputo d'Or, Diallo, il a été très solide. Trop de Poutine, Azera, trop effacé. Il doit en donner plus. Et le j'ai l'air d'un foin, la coupe de cheveux de Mathias Almeida. Jean-François Bourdeau qui dit que son Saputo d'Or, il donne à Urruti qui presse jusqu'à la fin. Trop de Poutine, Okonkwo, on en a pas parlé d'Okonkwo, mais qui ne tient pas le bloc défensif. Ben là, ils viennent d'arriver. Premier match, nouveau club. C'était un peu sévère, effectivement. Ouais. Et j'ai l'air d'un foin, les fameux men bras que les joueurs portent pendant le match. Puis c'est beau, sur un chandail noir, ça paraît pas trop. Donc, sur un chandail blanc, en fait, le noir sur blanc, en dessous, ça... Ben, c'est parce qu'habituellement, il y a comme un autre chandail qui va comme en haut de ça, par-dessus, en fait. Mais comme Tyler comprend pas ça, je pense. Je voudrais intervenir par rapport au... Oui. J'ai l'air d'un foin offert par Dr. Foot. En fait... Attends, j'en ai un autre, après ça on parle là-dessus. Go for it. Parfait. Je voulais justement dire aussi José Trottier, Saputo d'Or, Diallo, trop de Poutine, Cabrera, et j'ai l'air d'un foin, le terrain qui avait des allures de patinoire. Mais c'est ça, je voulais qu'on parle de Cabrera. Est-ce que... Ben oui, ben non. Est-ce que Cabrera a joué un bon match? Il a joué un excellent match. Mike? Moi, je pense qu'il a joué un bon match. Un match à la Cabrera. C'est tu veux dire? On peut pas lui en demander plus que ce qu'il nous a donné. Dans ce contexte-là, je suis d'accord avec toi. Il a été avec ce qu'il était capable de faire, mais t'auras pas vraiment plus de ça de Cabrera, exactement. Et déjà, je trouve que la communication, puis on en a parlé la semaine passée ici justement, que je pense que Cabrera va s'entendre beaucoup mieux avec Diallo qui pouvait s'entendre avec Fanny ou qui pourrait s'entendre avec Raitala quand il jouait central ou même avec Camacho. Je pense que ça va mieux marcher ces deux-là ensemble. Mais Cabrera, je pense que dans la deuxième minute de jeu, a fait un passement de pied légendaire. Je suis tombée en bas de ma chaise, j'ai calé ma bière. Ça y est,
C'est joué. Est-ce Cabrera ou Raphaël Varane? Ah, j'ai tilté. Mais non, il a connu un match correct. Mais Wondolowski, on l'a pas vu du match. Non, il l'a tenu dans sa petite poche pour tout le long du match. Là. Sur le premier but, a mal paru, effectivement, mais c'est pas le seul qui a mal paru. Tout le monde a mal paru sur le premier but. Mais c'est souvent ça avec Cabrera aussi. Là. Il va y avoir des moments où il va être, comme on en parle souvent, là, toi puis moi, Étienne, là, justement, là, mais comme quand il est au marquage d'un joueur, il va être dans ses shorts, il lâchera pas, il va être excellent pour faire ça, mais d'après moi, il y a souvent, trop souvent en fait, des crampes au cerveau, puis là, il part à gauche ou à droite, puis ça fonctionne pas, donc mais non, il a joué un bon match, je trouve. Mais et que je dise ça, c'est parce que ça a été bien. Balle au pied, ce gars-là est dégueulasse. Genre, regardez-là avec le ballon, c'est passe, il faut jamais une passe vers l'avant. Après ça, c'est soit une passe à Diallo, à un autre des latérales, ou carrément dans les lignes de touche là, pour sortir. Ou un dégagement vers l'infini. Là. Ah, c'est fou, ça. La transversale à mais je pense, j'ai vu, c'est quoi, 17 interceptions? Je pense que c'est le premier. Dans la première semaine MLS, on a le meilleur intercepteur de la Ligue. Ça durera pas toute la saison, on s'entend. Mais c'est ça aussi, Cabrera, c'est des super matchs, puis des matchs, on aimerait mieux, tu sais, pas le voir du tout. Ce qui serait bien, moi, à mon avis, c'est si, justement, Rémi Garde, il est capable de jouer avec ça, avec le fait qu'il y ait plusieurs défenseurs centraux, qu'il y ait Raitala, qu'il y ait Camacho, puis qu'il les garde tout un peu sur, justement, qui va jouer le prochain match, on sait pas trop. Donc, qu'il y ait une compétition à l'interne qui fasse en sorte que Cabrera veuille jouer ce genre de match-là plus souvent. Cabrera, faut que tu le mettes dans une boîte, puis tu lui dis, ça, c'est ton terrain de jeu. Fais-en pas trop, fais-en juste assez, puis ça va fonctionner. Puis si c'est pas San José en avant, comme j'ai hâte samedi voir si ça va être Cabrera en défense centrale, parce que ça dépend toujours de l'attaquant. Là, on a notre ami Wondolowski qui a à peu près 106 ans, qui a pas la rapidité de v'là 10 ans, tu sais, fait que voilà. Non, effectivement. Mais je trouve les gens ont été un peu sévères quand même. Ouais, Houston, ça va aller plus vite, par exemple. Oui, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Ben oui, ben non. Là, on va parler de fait de match un peu, là. Oui. La faute d'Azira, c'est un carton rouge. Mike? Orange, comme qu'on a dit tout à l'heure. Ça marche pas comme ça. Ouais, mais c'est ça. Quand c'est orange, moi, je donne pas le rouge, personnellement. Quand il y a un doute, je considérais que c'est un jaune. Bruno? Moi, je vais dire ben non, parce que l'arbitre était à la reprise puis il l'a pas donné. Fait que c'en est pas un. Ouf. Ouais. Ça me semble exact. Ouais, ben là, c'est ça. Justine? Mais moi, je dis ben non, parce que je vois moi, les deux joueurs, ils dive, là. Les deux joueurs, ils sautent les pieds. Ouais. Devant. Les deux joueurs sautent les pieds devant. Ouais. Si tu donnes un rouge à Azira, tu donnes le rouge à l'autre, là. OK, Steph. Moi, j'ai dit ben oui, puis en le revoyant là, au ralenti, je trouvais quand même que l'autre était plus près de son ballon. Azira, puis c'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Vous remarquerez là, des fautes oranges, puis après, il arrive en s'excusant. Il est toujours limite. Puis moi, ma façon d'analyser ça, c'est si on faisait ça à Piatti, est-ce que je serais en tabarouette? Et pour ça, oui, je pense que je me serais dit, si c'était Piatti que se serait fait ça, j'aurais voulu un rouge. Donc, moi, je l'aurais donné à Azira. Après, c'était orange, là, mais... Mais c'est zéro intentionnel, ça. Ouais. On s'entend là-dessus. Azira s'excuse rapidement, mais les crampons sur la cheville, carrément, ils tombent dessus, là. Que le gars arrive, peu importe, c'est Azira qui le touche. Donc, pour moi, on avait dit la même chose sur Tyder l'année dernière, où est-ce qu'il a essayé de faire une roulette accidentelle, sa cheville, il a jamais vu le gars. Le gars était derrière lui. Finalement, il spike carrément le tibia. C'est rouge parce que même si c'est pas intentionnel, les crampons sont directement sur la jambe. Donc, moi, je dis ben oui que c'est un carton rouge. Je suis bien content. Des deux côtés, je suis pas choqué. Je comprends que c'est orange parce que justement, tu vois pas l'intention. Même le gars arrive avec ses... Lui aussi, s'il touche à Azira, lui, c'est rouge aussi. Fait que c'est le premier qui touchait l'autre, mais... C'est pas hors de tout doute raisonnable, donc... C'est le fait que Godoy arrive puis il se pitch les deux pieds en premier. Si Godoy touche, c'est rouge. Dans ce cas-là... Ça l'a pas été, mais c'est vraiment limite. Là, c'est moins pire que le ballon qui est sorti en ligne de touche hier dans le match Madrid. OK. Ben oui, ben non. Le but de Tyder, c'était un hors-jeu. Mike? Ben non. Ben non. Je vais dire pourquoi, OK? Parce que il y a beaucoup d'images qui sont sorties, justement, où ce qu'on essaie de nous montrer que c'est un hors-jeu. Puis là, il y en a une qui circule particulièrement beaucoup, où il y a un quadrillé
qui démontre que Taider est hors jeu, mais tu vois que le quadrillé, il est pas parallèle avec les lignes de la surface de réparation. Donc, quand tu analyses l'image de cette façon-là, tu peux juste arriver à la conclusion que justement elle est non concluante, et dans le cas où elle est non concluante, tu peux pas encore une fois donner le hors-jeu hors de tout doute raisonnable, et dans ce cas-là on n'aimait pas l'over en plus. Non, au départ du ballon, Taider, le corps, il y a la tête, il y a le front. J'ai fait l'exercice avec une règle à la maison sur ma TV. Oui, est-ce que ta règle justement elle était complètement parallèle avec la ligne? J'ai essayé le plus possible. Mais tu sais, c'est le front. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pour que tu sois sûr, il faut vraiment que tu sois hors de tout doute. Sinon, la décision sur le terrain doit être maintenue. Ouais. Donc pour renverser là, ça en prend beaucoup. Donc rapidement. Ben non. OK. All right. Pas de problème. Ouais, j'espère. Non, parce que l'arbitre dans ce jeu. Parce que l'arbitre l'a dit. Bruno qui tient vraiment aux règles. C'est possible. The laws of the game. Exactement. C'est ce que je comprends. Si l'arbitre l'a dit. Bruno m'a déjà coaché puis ça fonctionne pas comme ça. Okay. Il pense pas tout le temps comme ça. J'ai une question qui est en lien avec l'Impact, mais un petit peu dans la MLS aussi là. Colorado contre Portland dans la neige. Verra-t-on ça à Montréal d'ici 2022? Mike? Je réponds avec beaucoup de tristesse, ben non. Parce que moi, je veux absolument voir ça. Les éléments font partie du sport et l'hiver font partie de nos éléments. À quoi ça sert de nous délocaliser pendant 6 matchs de suite quand on pourrait juste accepter le fait que culturellement et géographiquement et naturellement, l'hiver fait partie de notre ville et les joueurs qui font partie de notre équipe pourraient s'acclimater justement à cette réalité-là et en faire un avantage, et on deviendrait une sorte de forteresse où il est impossible de gagner en mars et en avril. Ah, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi. C'était un match, c'est le fun à voir quand même. Oui. On a regardé ce match-là au parc, puis c'était cool. Bruno? Ben moi, parce que j'aime ça être positif, je vais dire ben oui. Parce que j'aimerais vraiment aussi, comme Mike a dit, j'aimerais vraiment ça voir ça. Comme Mike explique, là, ça fait partie de nous, c'est notre culture, etc. Puis je pense qu'après 1 an ou 2 ans à comme 9 matchs, 8 des 9 premiers sur la route, l'Impact va faire comme OK, là c'est assez, on va prendre la chance d'en jouer un en mars. Tu sais, c'était déjà arrivé le année, il y avait eu de la neige, puis on avait remis le match au lendemain là. C'était pas l'idéal là, mais c'était le match d'ouverture à Saputo, finalement on l'avait remis le lendemain. Écoutez, c'est sûr que là, ça prend une pelouse chauffante, ça prend plein d'autres choses. C'est sûr qu'il y a d'autres choses là-dedans, mais vraiment après 2 ans à être aussi longtemps sur la route, là, je pense que peut-être que les derniers cette année, ils vont faire comme OK, on a une en mars, une en avril, puis on va prendre une chance. Je le souhaite. Justine? Pourquoi 2022? Je sais pas. OK. Bon, ben non. Ça prenait un timeline. Ça prenait un timeline. OK, ben non. Par contre, tu sais, moi, entre un match à moins 8, moins 9 en mars versus moins 8, moins 9 en octobre à pluie, je pense que je préfère celui de mars. Je comprendrais qu'on jouerait peut-être le premier et le deuxième match à l'extérieur parce que, tu sais, il y a une question. On pourrait aller jouer dans l'Ouest, là, mettons, le premier, comme on a fait là. Je comprends. Là. Mais moi, j'aurais joué le 13 avril, là, c'est ça le premier match, 13 avril, c'est tard, là. Ouais, c'est très tard. Oui. Amène-moi le dernier week-end de mars, le 1er d'avril. Tu sais, on aurait pu en jouer 3 sur la route, 4 max. Mais le week-end de la Saint-Patrick, ça serait tellement fun. Là, le week-end de Pâques, tu peux tellement en profiter. Là, faire quelque chose, un happening avec ça, là, puis vraiment faire la démonstration, comme on dit depuis tout à l'heure, de notre culture, puis de notre fait justement québécois, canadien, hivernal, puis je sais pas, moi je trouve que c'est une opportunité manquée. À suivre, peut-être. Est-ce qu'on prend un match dans la neige ou un match des étoiles? Un match dans la neige. Un match dans la neige. Un match des étoiles. Voyons donc. Le match des étoiles, tu l'as une fois puis tu l'auras plus. Le match dans la neige, ça devient une tradition. OK. Si tu veux qu'on fasse avec un match des étoiles? Steph, je veux t'entendre là-dessus. Un chandail? Ouais. Avec une genre de cible dans le milieu. Ouais, puis un logo. Là, un logo. Badge sur un... avait pas de grandeur assez grande. Moi, je pense que non. Pas que j'aimerais pas ça. Moi, j'ai joué dans les ligues scolaires. Là, on finit en novembre, on joue dans la neige. Il y a quelque chose de vraiment très spécial avec ça.
j'adorerais avoir le ballon orange finalement sortir au Stade Saputo. Par contre, si c'est pour jouer dans des conditions comme Toronto a joué la semaine dernière, c'était dégueulasse. Je sais pas. Tu sais, pour le faire, faudrait qu'on puisse le faire dans des conditions qui permettent d'avoir une game intéressante aussi. Parce que sinon, jouer sur la neige juste pour dire qu'on a joué sur la neige, ben là, est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. Puis, tu sais, un match dans la neige, quand l'horaire sort le 12 janvier, il n'y a aucun moyen de savoir si ce match-là va jouer dans la neige. Au Québec aussi, on est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de changements de température. S'il neige la veille, le lendemain, il pleut ou il fait 2 degrés, là, ça rend les conditions quand même assez difficiles. C'est pour ça, tu sais, peut-être les 2 premiers matchs à l'extérieur, puis tu sais, peut-être là, le 3e, tu peux revenir à la maison. Je trouve ça tard cette année. Mais est-ce qu'on aime mieux un match au stade olympique ou attendre 6 matchs avant d'avoir notre premier match à la maison? Moi, j'aime mieux attendre 6 matchs. Parce qu'en septembre, on va avoir du fun parce qu'on va jouer à la maison tout le long. Ah oui, ça... Moi, je les aime bien, les matchs au stade olympique. Pour de vrai, là, je comprends que ça coûterait cher de faire... Parce que j'ai déjà vu des matchs dans des dômes, right? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dallas quand j'ai été? Ils ont creusé... Ils ont pas creusé, mais ils ont mis un lit de terre quand même suffisamment profond, puis ils ont mis du vrai gazon par-dessus. Contre l'AC Milan, on avait fait ça en 2009. Quand l'AC Milan était venu au stade olympique, c'était du vrai gazon. C'était dégueulasse, mais c'était du vrai gazon. Barça contre Roma au Cowboy Stadium, c'était ça, puis ça donnait un match qui était très joli à voir. Je pense qu'on est capable de faire ça ici, puis regarde, tu remplis un stade de 60 000, t'as les moyens de te payer certains luxes quand même, là. Ouais, mais encore là, le stade est jamais rempli au match inaugural dans les dernières années, à part quand c'est Ligue des Champions, quand il y a un gros engouement, mais on se tourne autour de 30 000 habituellement. Même avec 30 000, c'est quand même 10 000 de plus que ta capacité habituelle. Ah non, right? ça c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc sinon, Bruno... Ben moi, honnêtement, je serais pas du stade olympique, là. Je suis pas... c'est pas beau, c'est laid. T'sais. Peut-être s'il y a un nouveau stade intérieur qui se construit dans les années à venir, peut-être, mais je préfère être au stade Saputo, malgré le 10 000 de plus puis l'ambiance, mais je trouve que c'est tellement grand que quand il y a juste 30 000 personnes, il n'y en a pas d'ambiance. C'est tellement éco. Quand c'est rempli, l'ambiance, il n'y a rien de plus malade que ça. On l'a tout. Je sais pas si on l'a vécu. Si Mike, Steph, vous étiez là en Ligue des Champions, oui, bien sûr. Cette ambiance-là, c'est inoubliable. Il faut aussi se souvenir du fait que pour la Coupe du Monde 2026, il risque d'être rénové le stade olympique. Ouais. Donc on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça, puis si ça va en faire justement un stade où est-ce que ça va être le fun d'emmener des matchs à l'intérieur, au moins dans les 6 premiers. Ouais, effectivement. On va poursuivre. Encore lié à l'impact, mais hors terrain. David Choignard a-t-il pris une bonne ou une mauvaise décision? Donc, ben oui, ben non. David Choignard a pris la mauvaise décision en refusant l'offre de l'impact. Michael? Ça, c'est double négatif, là. C'est bien rare, là. Ben oui, ben non. David Choignard a pris la bonne décision en refusant l'offre de l'impact. Ben oui, il a pris la bonne décision. Ben oui, il a pris la bonne décision parce que, regarde, il est encore jeune. Il faut qu'il joue. S'il reste à l'Impact, naturellement, il va se faire prêter à Ottawa. Puis à Ottawa, il n'y a aucune garantie. Donc, est-ce que tu vas te mettre dans un contexte où est-ce que personne te voit puis tu peux jamais jouer, ou est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux faire partie de quelque chose de vraiment cool, qui est une nouvelle Canadian Premier League, avec, tu sais, je veux dire, le niveau requis pour pouvoir s'assurer de jouer beaucoup de matchs, avoir beaucoup de temps de jeu, poursuivre son développement et éventuellement peut-être avoir une chance de revenir à l'Impact de Montréal. Tu sais, il a pas brûlé le pont, là. Il a juste refusé une offre. Pour des raisons très, très, très légitimes. Mais s'il se développe bien, puis il devient un joueur encore mieux que ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant, puis qu'un jour on a besoin de lui à Montréal, ça va être un mariage naturel, puis il va pouvoir faire son grand retour en MLS. T'es un bon vendeur, Mike. Bruno? Ouais, moi je pense qu'il a pris la bonne décision, honnêtement. Comme d'aller jouer à Ottawa, on l'a vu par le passé, là, je veux dire, meilleur gigueur, oui, il a joué un peu l'année dernière, mais c'est pas parfait. Oui, Crépeau, ça a bien été, mais tu sais, pour lui, de peut-être pas avoir des minutes, d'aller à Ottawa, c'est pas l'idéal, là, tandis que là, il va pouvoir lancer PL, va pouvoir jouer et puis comme s'améliorer, donc je pense que pour lui, c'est la bonne décision à prendre. Justine? Oh, ouais. Oui, Steph? C'est intelligent. Ben oui, moi je pense que c'est un beau pari là, dans le sens où en ce moment on le sait pas trop. T'sais, on s'imagine qu'est-ce que ça va être la CPL, on sait pas trop encore, mais justement
ça pourrait être vraiment bon pour lui. Il pourrait être une des stars, si on veut, même du circuit. Puis si ça marche pas, ben tant pis, tu sais, il peut quand même revenir. Il peut aussi aller en USL. Je veux dire, c'est pas fini pour lui. Moi, je pense que c'est un beau pari. Puis tant mieux pour lui s'il a eu le courage de le faire, justement. Il a du talent, le kid, là. Ouais, clairement. Ouais. Il a juste besoin de minutes. Il a juste besoin de rouler sa bosse. Puis d'être en forme. De pas se blesser, ouais, c'est ça. Parce que là, ouais, aussi. C'est ça, là. C'est un problème pour lui. Voilà. Malheureusement. Dernière question parce qu'on n'a pas parlé d'un joueur de l'Impact qui a effectué ses grands débuts avec le club samedi dernier. Ben oui, ben non, Okwanko a joué un bon match. Mike? Ben oui, ben non, c'est comme noir ou blanc. Hein? Exactement, il n'y a pas de nuance. Ben oui, ben non. Bon match, ben non. Mais je lui pardonne parce que c'est son premier. Puis c'est tough venir dans un nouveau contexte avec des nouveaux coéquipiers, une nouvelle ligue. Donc laissons-lui le temps de s'adapter, là. Bruno? Moi, je pense que oui. Ben oui, il a joué un bon match. Honnêtement, physiquement, il est imposant. Il était temps qu'il sorte quand il est sorti. Il était probablement au bout de ses capacités, considérant tout ce que Mike vient de parler. Mais moi, je pense que il a été efficace. J'ai le souvenir d'une fois en milieu de terrain, il a intercepté le ballon. Il est parti comme une flèche. Il est rapide. Non, moi, je l'ai trouvé intéressant. C'est sûr que là, il faut qu'il s'entende avec ses coéquipiers, mais ça va venir avec le temps. Mais je pense qu'honnêtement, il a vraiment fait un bon match. Pour un premier match, moi, j'ai rien à dire. Justine? Ouais, un match honnête. Ben oui. Steph? C'est exactement ça que j'allais dire. Un match honnête, là. Tu sais, dans les circonstances, tout ça, je pense que oui, il faut qu'il s'adapte au style de jeu et tout ça, mais on compare avec d'autres qui sont arrivés, qui ont joué leur premier match, on s'entend. Clairement. Ouais. On voit le potentiel rapidement. Là. Ouais, effectivement. Si ce gars-là était capable de tirer de la gauche, ça va venir. Mais je pense qu'il y a un physique pour la MLS aussi. Là. Il est quand même carré, il est imposant. Je pense qu'il est rapide. Ça. Puis comme on avait parlé, Étienne, là, si ce gars-là arrive après, mettons, c'est Novilo qui est titulaire, et puis que Okwanko arrive en fin de match. Et là, pauvre défenseur latéral, honnêtement, là, il va être fatigant. Ça va brasser, effectivement. L'Impact aura un résultat positif, et par résultat positif, c'est un nul ou une victoire samedi contre Houston. Mike? Pour moi, un résultat positif, c'est 3 points. 3 points. Donc, l'Impact aura 3 points samedi? Ben oui. Oh, Bruno? Ouais, ben oui. Je pense que surtout là, avec le fait que Houston a joué hier là, contre Tigresse, ça va. Faut faire attention, par exemple. Ça va paraître. Je pense que les jambes vont être plus lourdes. Ouais, mais faut pas se dire ça non plus, pas parce de que ça voyagement. arrive. C'est vrai. Ils ont joué à Houston hier. Non, vrai, c'est sûr. C'est aussi. Justine, ben oui, ben non. Oui, moi je pense que ça va être un nul par contre. Okay. Ça, je vois un 1, mettons. OK. Fais attention sur mes au jeu. Je vais pas prendre tes recommandations, Étienne. C'est ça que je vais faire. Steph, on gagne samedi? Ben, une nulle, moi aussi, là, je pense une nulle, je serais satisfaite avec ça quand même. Mais je sens qu'on est quand même sur une bonne lancée. Il va quand même falloir resserrer là, au niveau tactique. Le bloc était un peu éparpillé, ça m'a fait peur. Comparativement à la pré-saison, je pense qu'il était un peu nerveux. Mais s'ils sont capables de rester zen, je pense qu'on peut aller chercher. Je sais que c'est un facteur X, là, mais avez-vous vu l'ambiance dans ce groupe? Oui. Ah ouais. Oh my God. Ouais. L'esprit d'équipe, c'est malade. Là. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Non, c'est beau à voir, puis tout le monde tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une belle vague de positivisme aussi chez l'Impact, donc qui sait, ça va peut-être se poursuivre samedi à Houston. On se croise les doigts. Hey. H-Town. On va poursuivre avec les chroniques. Oui. Je crois que Steph, tu voulais nous lancer sur une réflexion par rapport au LA Galaxy. Oui, tout à fait. J'ai appelé ça la saga des 4 DP de LA Galaxy. Ça fait quelques mois quand même que ça brasse, là, que ça fait jaser pas mal de monde, et ça s'est conclu en fait la semaine dernière. Puis j'ai vu pas mal de commentaires passer, autant au niveau des journalistes que de fans. Puis ça m'a fait réfléchir. Puis je me suis dit que ça serait intéressant d'en discuter. Ça a commencé l'année dernière avec l'arrivée de Zlatan. Donc tout le monde sait c'est qui Zlatan, un des joueurs peut-être les plus talentueux au monde en ce moment. Il faut dire qu'il est arrivé du Manchester United où il y avait un salaire de 27 millions de dollars. OK, on s'entend. À ce moment-là, il jouait pas beaucoup parce qu'il revenait d'une blessure au genou donc il était vieillissant aussi. Donc il a décidé de faire le saut à MLS. Mais à ce moment-là, c'était pas un joueur désigné, là. C'était un joueur TAM. Et on se rappelle, le maximum pour un joueur TAM, c'est 1,5 million de dollars. Ça représentait une baisse de salaire de 95%, en théorie.
Parce qu'en pratique, on s'est tous dit l'année passée, c'est sûr qu'il doit recevoir un bon package. Puis même là, les packages, en théorie, ça fait aussi partie du contrat, donc c'est revu par la Ligue. Donc, probablement qu'il y a une compensation du genre coût publicitaire, etc. Mais il y a eu une première saison exceptionnelle. Il a fait 22 buts, 6 passes en 27 matchs. Donc, on s'attendait quand même à ce que le LA Galaxy veuille le garder. Effectivement, en décembre, il devient un joueur désigné. Donc, le LA Galaxy annonce qu'ils lui ont offert un contrat de 7,2 millions, ce qui représente, dans le fond, le salaire record pour la Ligue, tel que sur papier, là, parce qu'on ne sait pas tout des détails. Donc, ils ont 4 joueurs désignés. On sait bien, c'est 3 joueurs désignés maximum par équipe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc là, les conversations, ça coule, tout ça. On sait que ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est restructurer le contrat de Giovanni Dos Santos pour arriver à ce qu'il soit un joueur TAM, donc le baisser. Par contre, il y a un problème avec ça parce qu'en théorie, dans les règles, et là, on s'entend qu'il y a 40 millions de règles, donc il a fallu que je fasse un peu de recherche, mais le problème avec ça, c'est qu'on peut pas faire un rachat si le contrat du joueur d'épée dépasse 1,504 375. OK, donc plus de 1,5 million. Et Dos Santos, lui, il est à 6 millions. Donc là, on n'a pas le droit de faire ça en théorie. Mais les Galaxy, ils en parlent. Leur directeur mentionne dans les journaux, dans le fond, qu'ils sont très confiants de pouvoir arriver à un terrain d'entente avec Dos Santos. Mais là, Dos Santos, c'est une chose, mais la Ligue, c'en est une autre. Donc, il y a des journalistes, il y a un peu de grogne là, sur Twitter, j'ai vu ça passer, des partisans, des journalistes qui disent que, écoute, si la MLS fait ça et met pas son pied à terre, il ouvre vraiment une porte, là. Finalement, à quelques heures de la date butoir, qui était, dans le fond, eux, ils ont décidé ça vendredi de racheter son contrat pour finalement qu'il fasse plus partie de l'effectif, alors que leur premier match, c'était le lendemain. Donc, vraiment à la dernière minute. Et il y a eu plusieurs réactions, et ça, je trouvais ça intéressant. Les journalistes, d'abord, semblaient tous surpris. Personne ne s'attendait vraiment à ce que la MLS plie. Et apparemment, les DG, il y en a... Bon, tout le monde était d'accord pour dire que c'était positif pour eux en 2019. Ils n'auront pas 4 DP, donc effectivement, c'est bon. Et c'est juste. Par contre, il y en a certains qui semblaient déçus, qui auraient dit à Sam Stejskal que... dans le fond, ils s'attendaient que si la MLS permettait ça, ça l'ouvrirait la porte à, justement, plus de dépenses dans le futur et qu'eux, ils étaient positifs par rapport à ça, qu'ils voulaient 4 DP, qu'ils voulaient avoir plus de flexibilité à ce niveau-là. Donc, ça, en gros, là, c'est la saga qui s'est déroulée depuis, l'arrivée de Zlatan en mars dernier. Mais moi, je me suis dit, en voyant tout ça, c'est quoi la différence? Je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre la présence de Zlatan l'année passée, qui était clairement pas un joueur TAM, là? On s'entend, là, il faisait pas 1,5 million l'année passée, mais ça n'a pas fait de saga comme ça. Tout le monde s'est dit, c'est correct, c'est Zlatan, c'est un des meilleurs joueurs qui arrive en MLS, on est content qu'il soit ici, on a hâte d'aller le voir jouer. Mais ça contrevenait aux règles quand même. Mais la règle, est-ce que c'est un joueur qui doit faire au maximum 1,5 million préalablement en MLS ou n'importe où ailleurs? Parce qu'il faisait pas 1,5 million en MLS, il faisait 1,5 million en Angleterre. En fait, 27 millions en Angleterre. Donc, est-ce que c'est une façon de contourner la règle, d'aller chercher un 4e DP en s'assurant qu'il n'évolue pas dans la MLS et ensuite, par un montage ultérieur, lui faire une place comme DP? Si c'est ça le cas, j'imagine qu'ils sont dans les règles. Par contre, il va falloir surveiller de près qu'est-ce qu'ils font avec Giovanni Dos Santos. Moi, j'ai comme l'impression, puis j'ai eu comme... Quand j'ai vu qu'il était sur la liste des waivers, je commençais à être inquiet de le voir avant qu'il y ait le trade, là. J'étais inquiet de voir Colorado Rapids aller le chercher pour qu'ensuite il y ait un genre de collusion entre les deux clubs puis qu'il aille le rechercher par la suite. Moi, c'était ça mon inquiétude, mais finalement, ça va pas se réaliser. Sinon, en règle de roster... Mais est-ce que Zlatan était agent libre? Il n'y avait plus de contrat avec Manchester United? Il était résilié d'un commun accord avec Manchester United. Okay. Parce qu'il est arrivé plus tôt, en fait. Ouais. Son contrat exactement. Il est arrivé comme quelques mois plus tôt. Exactement. Mais je pense que le problème là-dedans, c'est pas nécessairement la règle des 4 DP ou l'éventuel 4e joueur désigné que la manière dont ça se fait. Même les joueurs TAM, c'est arrivé avec, je pense que c'était justement pour Dos Santos, Mike,
la mens rea est carrément là, c'est-à-dire l'intention d'effectuer l'action. C'est pas par hasard qu'on les voit poser certaines actions, c'est juste qu'ils posent une série d'actions qui vont emmener au même résultat que s'ils avaient effectivement signé un 4e DP. Ben c'est ça je veux dire, mais pourquoi l'année passée personne s'est fâché de ça? Par rapport à Zlatan? Ouais, parce qu'il est à l'extérieur de la MLS. Il y a quelque chose avec elle aussi. Il y a quelque chose avec Los Angeles, là. C'est pas, même la même situation se produit à Vancouver ou à Montréal, à Nouvelle-Angleterre ou à Montréal, là, on se rend même pas là. Il y a des équipes chouchous dans la MLS, puis on se le cachera pas, puis il y en a une qui s'en vient justement avec notre ami Beckham, là. International. Fait que, tu sais, ça va faire, c'est une autre équipe chouchou, là. On dirait que Monsieur Garber, mais les aime, ces équipes. La règle du temps a été inventée pour faire de la place à Giovanni Dos Santos, je crois. Là, je me mélange peut-être entre les frères, mais... je pourrais pas te dire. C'est Jonathan qui est arrivé en deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, la règle d'épée a vraiment été inventée. On voulait amener il y en avait 3 joueurs désignés du côté de LA Galaxy. Je m'en rappelle pas. C'était 2015 à peu près. Donc, je m'en rappelle plus c'était qui. Mais on avait 3 DP. On voulait aller chercher un autre joueur désigné. On pouvait pas. Et puis, la Ligue a inventé ce règlement-là de gamme de Tam. Et puis, 2 jours après, Giovanni était signé. Mais encore là, Jonathan, c'est le même cas. Avant d'arriver au LA Galaxy, il était à Villarreal, en Espagne. Donc, est-ce que cette règle-là, puis il va falloir vérifier, puis je suis sûr que nos Twitter, il doit en avoir là-dedans qui connaissent très très bien les règles. Est-ce que cette règle-là, elle s'applique à tous les joueurs ou elle s'applique seulement aux joueurs qui étaient déjà en MLS? Ben, en fait, la règle, c'est... Je pense que les contrats externes, ils n'ont pas rapport. Dans le sens où c'est en autant que dans ton club, tu as 3 joueurs maximum désignés, tu peux payer ce que tu veux, puis tes autres qui peuvent avoir maximum 1,5 million. Mais l'affaire, c'est comme tu as dit tantôt, c'est que Zlatan, c'était clair que c'était pas ça. Tu sais, donc, mais puis en plus, en décembre, donc dès son prochain contrat, il donne le plus gros contrat que la Ligue a jamais connu. Je veux dire, on se fait prendre un peu pour des nonos. Et on peut se demander... Pardon, on peut se demander si ça avait pas déjà été négocié préalablement avec Zlatan. Tu vas faire 1,5 million cette année, mais t'inquiète, dans 6 mois, tu vas en faire 27. Ben, c'est ça. Non, c'est arrangé. D'ailleurs, moi, c'est arrangé d'avance, parce que... Ça, c'est s'il n'y a pas des bonus aussi. Un pré-contrat sous-jacent qui reste confidentiel entre les deux parties. Une bonne prime par but aussi, là. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça compte pas nécessairement sur la masse, là, donc, bref, moi, je trouvais ça intéressant, dans le fond, la dichotomie entre les 2 années, surtout au niveau des journalistes, que l'année passée, ils en ont pas parlé du tout. C'était comme, Zlatan arrive. Puis l'autre chose que je trouvais intéressant, c'est Paul Tenorio, dans le fond, qui a écrit un tweet qui disait que le sentiment dans la Ligue, c'était que si la MLS manquait le courage de dire non à AEG, ça ferait en sorte que d'autres clubs essaieraient de contourner les règles au niveau des contrats et tout ça, ou de carrément pas les respecter. Là, je me suis dit, est-ce que vous pensez que ça serait vrai? Voire peut-être même, est-ce qu'on pourrait penser aux places de joueurs internationaux, tu sais, avec les green cards? Est-ce que je me suis dit, ça l'ouvrirait la porte à l'Impact? Mais là, on voit qu'il y a un précédent. Puis si, dans la MLS, on fonctionne d'une façon où est-ce que les précédents créent jurisprudence, mais tu pourras voir Inter Miami, tu pourras voir New York City FC, tu pourras voir LAFC continuer dans cette veine-là. Et malheureusement, les clubs à budget plus modeste ne pourront pas suivre la vague et ils vont mordre la poussière en termes de titres dans la MLS. On va faire comme la MLB au baseball, là, en fait. Là. Des taxes de luxe. Des taxes de luxe, puis... Voilà. Ben, merci beaucoup, Steph, pour d'avoir initié cette discussion. Il va y avoir une suite, c'est sûr, à savoir où est-ce que Giovanni Dos Santos va aboutir aussi, là. Apparemment, Montréal serait sur la liste. Je vais intéressé. Sur sa liste, mais en même temps, Montréal, je pense pas qu'ils ont l'argent, là. Ils ont pas l'argent, puis un gars qui a du talent, mais s'il est pas dans le plan ou, tu sais, un impondérable qui arrive comme ça, c'est pas Messi, là, non plus, là. Mais tu le mets où? Tu fais quoi? Exact. Quand je dis pas nécessairement. Je pense qu'il est sur la liste parce que l'Impact a pas 3 DP, là. Ça existe ça encore, la Discovery List? Sûrement. Je pense que oui. C'est-tu niaiseux, ça? Ça, c'est niaiseux. Ah oui. OK. Il nous reste à Chicago. Didier Drogba. Il nous reste à peu près un petit 5 minutes. Mike, est-ce que tu nous parles du Real Madrid ou on parle de Ligue des Champions? On peut parler de Ligue des Champions. On parle de Ligue des Champions. Le Real Madrid tu vas avoir amplement le temps. Exactement. Je veux qu'on parle un peu d'Europe parce qu'il y a eu 2 matchs, 2 journées de match, en fait, 4 matchs qui se sont disputés. Donc rapidement, on va faire le résumé de ce qui s'est joué. Hier, Tottenham
a poursuivi ou a cloué le cercueil du Borussia Dortmund à 1-0, ce qui porte le total du aggregate, en fait, là, du match aller-retour à 4-0 pour Tottenham. Grosse c'est énorme. C'est fou, hein? Le monde n'en parle pas. Ouais. Le monde, ils font comme... Mais c'est parce qu'il y a eu d'autres gros matchs aussi. Oui, je sais, mais il y a personne qui parle de Tottenham. Et là, on revient à ce que j'ai dit. Tottenham va gagner un trophée cette année. Oh là là! Hey! OK. Il reste pas vraiment de choix. Avez-vous... c'est le seul choix. C'est un ou l'autre. Hein. Avez-vous d'autres choses à dire sur ce match-là? Ou, Moi, j'ai... On avait les yeux sur l'autre match. Ouais, vraiment. OK, on va parler de ça d'abord. Juste moi qui regardais Tottenham. Mais à culpa par rapport à Tottenham, je les voyais même pas sortir de leur groupe. Non, mais je veux dire, personne les voyait sortir de leur groupe. Nous trois non plus. Non, si c'est personne, là, ça n'a aucun sens. Là. D'accord. Le Real Madrid qui s'est fait taper au Bernabéu. Le Real Madrid qui se fait souvent taper au Bernabéu là, c'est dans les dernières semaines. Ça n'a aucun sens. 4-1, l'Ajax. 4-1 par l'Ajax, mais pas juste par le résultat, mais également par la manière. Le Real Madrid s'est fait dominer sur 90 minutes par une équipe plus jeune, moins expérimentée, moins ambitieuse, mais avec énormément plus d'envie. Et le Real Madrid, qui sortait de 2 défaites consécutives contre le Barça à la maison, une élimination en demi-finale de Copa del Rey, ainsi qu'une défaite qui vient anéantir leur saison en Liga, encore une fois à la maison samedi. Le Real Madrid contre le Barça, soit dit en passant, c'est un score cumulatif de 2-10 contre le Barça cette saison. Voilà. Et maintenant, on est à 12 points derrière le meneur en Liga. On est éliminé de la Copa del Rey. Donc, la saison domestique qui était déjà terminée au moment où ce groupe, qui est le même, hormis Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, qui a tant gagné les 3 dernières saisons, qui se présente la tête entre les jambes et qui ne réussit pas à sortir assez de motivation pour sauver sa saison et avoir du succès dans cette compétition qui lui a sauvé de 2 sur les 3 dernières saisons qui étaient complètement médiocres domestiquement et que les gens ont finalement oublié justement parce qu'ils ont réussi à aller chercher cette Coupe d'Europe. Mike, garde-toi un peu pour la semaine prochaine. Okay. C'est en feu! Sur le Madrid. Dans les autres matchs qui ont été joués aujourd'hui, Porto a réussi à renverser la vapeur et à gagner 3-1 au final. Et à passer, ça s'est terminé en prolongation contre la Roma. Le club italien que Mike aurait voulu affronter, sûrement en Ligue des Champions, mais ça sera pas cette année malheureusement. C'est pas grave. Porto qui passe. Et la remontada de Manchester United. Étienne, à toi l'honneur pour de vrai. Arrête de dire ce terme-là à chaque fois que Manchester revient d'un score. Étienne, à toi l'honneur. Okay. Ah non, ce match-là, malheureusement, je travaille, j'ai pas pu voir au complet. Je vais juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Moi, Bruno, on s'en vient dans les studios de Choc. Ouais. Et puis Mike m'appelle. Hey, regarde le match, c'est fou. Je savais que c'était 2-1. Après ça, je suis en route, je vais me mettre DAZN pour que Bruno puisse le voir, puis moi, sur mon Bluetooth, je vais écouter le son. J'arrive exactement sur la main et qui a mené au VAR, aux pénalités, au tir de pénalité de Rashford et éventuellement le but de la victoire. Manchester United perdait 2-0, s'est fait taper à Old Trafford par le PSG. On revient au Parc des Princes et on vient gifler Paris 3-1 dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. 3-3 finalement Manchester United et Bruno n'a plus de tympan. Oh non, parce que dans la voiture depuis le début vous parlez mais j'entends absolument rien. J'ai hurlé quand j'ai vu qu'il allait au VAR pour la main, quand j'ai entendu qu'il donnait le pénalité, quand Rashford a marqué et quand finalement le match qui s'est terminé à la 99e minute. Ça n'avait plus de sens, c'était long. Je commençais à trouver ça long un peu. Mais Manchester United qui gagne. Justine qui m'a prêté ce super chandail. Vintage pour l'émission parce que c'est mon chandail et je le garde précieusement. C'est le seul chandail de Manchester United que j'ai chez nous, mais je le garde précieusement pour des moments comme aujourd'hui où je suis pas peu fière de la Ligue d'Angleterre. Pardon, Mike? Il fallait qu'il soit bleu. Hein? Ah oui, c'est mes parents, ça. Hein? Ils disaient, t'aimes pas Manchester United, mais ils en font un bleu aussi. Non! Je l'ai gardé pareil. Yes, donc voilà, ça résume cette journée de Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a plus de temps pour parler un peu plus avec de plus amples détails du match. On va y revenir. Il va y avoir un quart de finale, éventuellement.
J'ai hâte de voir où ces équipes-là vont rebondir. Et puis, l'Europa League demain. L'Europa League demain, Justine, avec Chelsea. Voilà. Mais de toute façon, London is blue again. London is blue again. Donc, c'était vraiment une belle émission, les amis. Vraiment content de tous vous avoir eu. Steph, merci beaucoup. Hey, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Excellent. On te lit sur Twitter via... @StephRad19. Parfait. Donc, on va s'abonner à StephRad19 à l'instant. Justine, Bruno, merci. Yay! Ben, merci, Étienne. Je vous trouve vraiment bon. Où est-ce qu'on peut vous entendre? C'est où? On est où, hein? Chez nous, les dimanches et lundi soir. Ouais. Enregistré avec toi, Étienne. Oui. Podcast Les Trois Lions, Yes. #L3L, et écrivez-nous. Oui, Ouais. on parle de foot anglais. Oui, merci. 100% London foot is anglais. blue again. 100% foot anglais. Mike? Merci encore à Patrice Bernier, Arcadio Marcoudi et Geneviève Tardif pour avoir participé au panel Footy Talks au Mickey Ben's Irish Pub avec le Blaugrana Podcast et le Club Blaugrana de Montréal. Parfait. Et où est-ce qu'on peut t'entendre? Le Blaugrana Podcast avec Alec Avendano @Blaugrana Pod. Et? @CPL Oui, Podcast voilà. avec Adi Raphaël, le podcast sur la Canadian Premier League en anglais. Vous en êtes à combien d'épisodes déjà? Ça va être le 6e cette semaine. OK. J'ai hâte que vous parliez d'IC qui est de retour en Oui. en C'est vrai? Oui, est-ce qu'aujourd'hui? Mon Dieu! Nakajima? On en parle ce jeudi. Yeah! Et ce jeudi, on parle des 2 classicos avec Alec Avendano également. Yes. Grosse journée. Oui, c'est ça. Ça va être... Merci, Étienne! Merci à vous. Ce fut un plaisir. Et puis, Merci au Cannes Football Club. On se reparle la semaine prochaine pour le 353e épisode du Cannes Football Club. Gracias, amigos. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Your mum thinks you're great. Oh, well done, love. Your dog thinks you're great. And if your credit record is excellent, we think you're great too. Avantcard is now offering Ireland's lowest rate on loans over €20,000. If your credit score is great, improve your home, upgrade your car, have that dream wedding. The choice is yours. For more info, go to avantcard.ie. Limited time offer. Lending criteria, terms and conditions apply. New applications only. Information correct as of February 1st, 2019. See bonkers.ie. Avantcard DAC trading as Avantcard is regulated by the Central Bank of Ireland. Your mum thinks you're great. Oh, well done, love. Your dog thinks you're great. And if your credit record is excellent, we think you're great too. Avantcard is now offering Ireland's lowest rate on loans over €20,000. If your credit score is great, improve your home, upgrade your car, have that dream wedding. The choice is yours. For more info, go to avantcard.ie. Limited time offer. Lending criteria, terms and conditions apply. New applications only. Information correct as of February 1st, 2019. See bonkers.ie. Avantcard DAC trading as Avantcard is regulated by the Central Bank of Ireland.